Aujourd'hui, la réalité des migrations contemporaines, c'est que les gens ne se déplacent plus directement d'un point A vers un point B. Les gens passent par une myriade de points différents sans toujours savoir au départ quelle sera leur destination finale. On voit à quel point les questions climatiques, économiques et politiques se mêlent les unes aux autres comme facteurs de départ, mais de surcroît, comme nous avons des itinéraires migratoires qui vont comprendre plusieurs étapes, eh bien, à chaque étape vont se rajouter d'autres motifs de migration. On peut par exemple imaginer des personnes qui ont fui un village d'Afrique de l'Ouest parce que les conditions climatiques se détérioraient et que l'agriculture ne permettait plus de tirer des revenus suffisants, et puis qui de loin en loin se sont retrouvées en Libye, où elles ont été victimes de mauvais traitements, de tortures, parfois d'esclavagisme, et où donc elles ont fui ces persécutions politiques pour finalement arriver en Europe. Beaucoup de gens vivent dans l'illusion, et parmi beaucoup de gens, il y a hélas beaucoup de responsables politiques, qu'en fermant une route migratoire, on empêchera les départs. On sait malheureusement que ce n'est pas comme ça du tout que ça fonctionne dans la réalité, et que la fermeture d'une route migratoire a plutôt tendance soit à déporter les gens sur d'autres routes migratoires, ou alors, lorsqu'on va fermer une route migratoire, pour ceux qui continuent à emprunter cette route, eh bien la route va devenir beaucoup plus dangereuse. Et en réalité, la fermeture des frontières va largement entretenir le business des passeurs et des trafiquants. Paradoxalement, les passeurs ont besoin que les frontières soient fermées pour justifier leurs services et pour justifier les sommes d'argent considérables qu'ils chargent à ceux qui ont besoin de franchir ces frontières. Et à l'inverse, l'industrie de surveillance et de police des frontières a besoin des passeurs pour augmenter ses moyens, pour montrer que les frontières continue à être franchie, et donc on est dans une sorte de cercle vicieux où finalement les uns ont besoin des autres, et ce sont hélas ceux qui ont besoin de franchir cette frontière qui sont les premières victimes de ce cercle vicieux. Je dirais que nous sommes bloqués dans ce que j'appelle un paradigme de l'immobilité, qu'on considère que dans un monde idéal, chacun resterait dans son pays de naissance et que les migrations, au fond, n'auraient pas de raison d'être. La réalité, on le sait, c'est que les migrations ont toujours façonné l'histoire de l'humanité, et pourtant, nous restons bloqués dans cette idée selon laquelle il faudrait résister aux migrations. Les uns vont proposer qu'on aide les pays de départ de manière à empêcher les départs, les autres vont proposer qu'on ferme les frontières de manière à empêcher les arrivées, mais les uns comme les autres restent bloqués dans cette idée selon laquelle il faudrait résister aux migrations. C'est comme vouloir empêcher la nuit de succéder au jour, ça ne fonctionnera pas. Je crois que ce qui compte avant tout, c'est de voir comment on va pouvoir organiser les migrations. Comment faire en sorte d'abord qu'elles se passent dans la dignité des personnes et dans le respect de leur vie, évidemment, mais aussi de leur intégrité physique et psychologique, et comment faire en sorte qu'elles puissent aussi bénéficier aux sociétés d'accueil et aux sociétés de départ. Et je crois que ce qui crée aujourd'hui dans le débat public énormément de tensions, il faut bien dire d'anxiété, de peur autour de la question de la migration, c'est cette idée que les frontières ne sont plus maîtrisées et que ça engendre une sorte de chaos aux frontières, des situations humanitaires insupportables, des camps, des situations de grande précarité, des questions d'insécurité également. La réaction logique et au fond assez humaine pour se protéger de ce qui est perçu comme une crise, ça va être de fermer les frontières. Mais ce qu'on ne perçoit pas, je crois, c'est que ce sentiment de crise, il est avant tout provoqué par la fermeture des frontières. Et donc, on est encore là dans un cercle vicieux. Plus on va vouloir fermer les frontières, plus on va accentuer ce sentiment de crise qui va pousser à son tour à fermer encore davantage les frontières. Mais je crois qu'en réalité, la racine de cela, c'est notre refus d'organiser les migrations. Et c'est précisément notre obsession à vouloir résister aux migrations qui va créer ce sentiment de chaos et de désorganisation. C'est pour ça qu'il faut absolument en sortir, arriver à cette idée qu'il est possible d'organiser les migrations et que c'est comme ça, je pense, d'une part, qu'on va pouvoir avoir des migrations qui s'effectuent dans la dignité des personnes et qu'on va pouvoir vraiment valoriser le plein potentiel de la migration, à la fois pour les personnes elles-mêmes qui sont en situation de migration et pour les sociétés d'accueil, de transit et de départ. Je dirais ce qui prend à la gorge, d'abord, quand on voit le bateau, quand on monte sur le bateau, quand on voit les
les traces de ceux qui y sont passés, les mots qu'ils ont laissés notamment sur les murs, les lieux où ils ont habité, parfois pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est quand même d'abord un sentiment de honte. De réaliser que, quelque part, d'une manière ou d'une autre, nous sommes complices de cette réalité, et que ce sont des politiques migratoires qui sont décidées en notre nom, en démocratie, et ce sont des chiffres évidemment qui donnent le tournis, à la fois le nombre de personnes secourues, 43 000 personnes qui ont été secourues sur 10 ans, et puis, bien entendu, à mettre en regard du nombre de morts en Méditerranée. 27 000 morts en Méditerranée centrale sur les 12 dernières années, 35 000 si on prend l'ensemble de la Méditerranée. Ce sont des chiffres qui devraient couvrir chaque citoyen européen de honte. Comment est-ce que nous laissons arriver cela à nos frontières? Comment est-il possible, au fond, que la mission de sauvetage en mer, qui devrait mobiliser tout le monde, qui devrait mobiliser tous les gardes-côtes européens, soit confiée à quelques ONG seulement qui patrouillent vaille que vaille la Méditerranée et à qui, de surcroît, on met des bâtons dans les roues avec toute une série de mesures et de décrets qui imposent de rentrer dans des ports de plus en plus lointains, d'immobiliser les bateaux. Donc le premier sentiment, c'est un sentiment de honte. Puis évidemment, un sentiment de reconnaissance quand on sait le travail qui est mené par les personnes à bord, quand on sait les sommes énormes qu'il faut rassembler pour assurer une journée de présence en mer, d'admiration aussi pour le courage de personnes qui sont confrontées à des situations très très difficiles, qui sont confrontées parfois à des tirs et à des violences de la part des gardes-côtes, et puis aussi beaucoup d'admiration pour leur professionnalisme. On a parfois tendance à imaginer que allez, c'est facile d'aller secourir des gens en mer. On n'imagine pas, et je crois que les gens n'imaginent pas, la sophistication des procédures de repérage, de sauvetage, l'attention, le soin extrême qu'il faut mettre à la fois à aller secourir les personnes pour éviter de créer un suraccident, pour éviter que l'embarcation ne chavire à la suite d'un mouvement de foule à l'intérieur de l'embarcation. Et puis évidemment les soins, à la fois les soins médicaux et les soins psychologiques. Et puis quand même aussi au final un grand sentiment d'humilité. On se sent tout petit par rapport à l'immensité de la tâche, par rapport à l'immensité de la mer et surtout par rapport à l'immensité du drame qui s'y joue.